Bienvenue dans Les Invisibles, le podcast de TV Monaco qui met en lumière les femmes et les hommes de l'ombre du sport, de la principauté. Dans ce podcast, je donnerai la parole à celles et ceux qui travaillent avec les athlètes, avec les clubs, mais aussi au sein même des compétitions et des événements sportifs de Monaco. Projecteur, micro tendu à celles et ceux que l'on n'entend jamais ou trop peu. C'est parti pour Les Invisibles. Aujourd'hui, nous tournons les projecteurs vers les invisibles du handisport, les oubliés, ceux qu'on ne voit jamais ou presque et qui sont pourtant animés de la même passion que tous les autres sportifs. Aujourd'hui, les invisibles souhaitent mettre en lumière les handicapés mentaux qui, grâce au mouvement Special Olympics, ont l'occasion de s'épanouir dans le sport et même de récolter des médailles d'or olympiques. Mon invité aujourd'hui est le directeur de Special Olympics Monaco, Marco Muratori. Bonjour. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Très bien. Marco, d'habitude, on se tourne vers l'invité, on lui demande d'expliquer sa fonction. Vous êtes directeur, ce n'est pas une fonction qui est vraiment invisible aux yeux du public. Par contre, Special Olympics, c'est un mouvement que peut-être pas énormément de monde connaît. Qu'est-ce que c'est Special Olympics Monaco ? Special Olympics Monaco. Alors on va parler déjà de Special Olympics. Special Olympics, ça s'est créé dans les années 60 par la famille Kennedy, touchée par le handicap. Donc la sœur du président. Cette dame-là a fait un projet sur l'insertion par le sport de ces personnes en situation de handicap. Ça a énormément bien marché aux États-Unis. Et une dame qui a été faire ses études, qui était Madame Calme de Monaco, qui est mondialement connue. Oui, sur le handicap, elle est mondialement connue. A été faire ses études de dentiste aux États-Unis. Et elle a ramené ce projet à Monaco. Fin des années 70, début des années 80. Alors c'était toute petite structure sportive qui était entre Monaco et Menton. Parfois c'était à Barrican, parfois c'était sur le sol monégasque. Madame Gamme était touchée par le handicap avec son fils Philippe, qui a été le premier athlète à Special Olympics Monaco. Et donc elle a créé avec des parents, qui a quelques entraîneurs, 2 ou 3 entraîneurs. Donc ils ont commencé à 8 personnes. Et les premiers jeux, elle les a fait en 83 à Bâton Rouge, aux États-Unis. Elle a été une des pionnières en Europe, avec l'Écosse, il me semble Gibraltar, si mes souvenirs sont bons, le Luxembourg, la Belgique et l'Irlande, qui ont 20 ans d'avance sur le handicap. Donc elle a été une des premières à ramener ce concept en Europe et à y participer. Et alors qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Quel est l'objectif de ce mouvement ? L'objectif, c'est ce que la mère Kennedy disait, d'insérer les personnes en situation de handicap par le biais du sport, par le biais du travail, mais aujourd'hui on est là pour parler de sport, donc justement de les insérer par le biais du sport. Aujourd'hui, je dirais pas qu'à Monaco on est invisible, bien au contraire. Mais effectivement, l'association Special Olympics, si on enlève en Europe la Belgique, l'Irlande, l'Angleterre, aujourd'hui la Pologne, l'Allemagne, aujourd'hui l'Italie est passée devant la France. Il y a un gros travail à Special Olympics France à faire. Monaco, on a la chance d'être un club une nation qui vit comme un club. Donc le gouvernement nous est derrière. On n'a rien à dire. Depuis 2016, alors Special Olympics existe, donc, comme je vous dis, il y a depuis les années 80. On était en binôme avec la MAPI. On est dans les mêmes locaux. Et voilà, c'était deux identités dans une seule structure. Madame Calme a souhaité que Special Olympics devienne indépendant. On a fait un projet sur 2 mois. 2 mois et demi. À l'époque, c'était monsieur Stéphane Valéry, qui était aux affaires sociales. Et au bout de 2 mois et demi, on a eu nos structures. Une petite structure qui est très mignonne. Notre plus grosse structure, c'est le Stade Louis II. Et on a eu tous les créneaux. Donc en 2 mois et demi, on a recréé l'association en 2016 avec 67 athlètes, 21 coachs. Aujourd'hui, 105 athlètes, 29 coachs qui sont tous des bénévoles. Voilà, qui sont tous des bénévoles. Ils viennent tous bénévolement entraîner nos jeunes. Et voilà. Alors, on va évidemment parler de Jeux Olympiques. Tout à l'heure, il y a des vraies compétitions organisées par Special Olympics, mais on le rappelle, la base de tout ça, c'est pas forcément le sport de haut niveau, la performance, c'est de permettre à des déficients mentaux de pouvoir s'épanouir via le sport. Comme dans tout club, il y a des compétiteurs.
comme dans tout club, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire de la compétition parce que ça peut les stresser, parce qu'ils n'aiment pas ça, tout simplement. Le plus petit a 11 ans, le plus vieux en a 67. Le plus petit vient en natation et aujourd'hui ne fait pas de compétition, effectivement. Il est là pour apprendre à nager. Celui de 63 ans, eh bien, il vient faire, lui aussi, il est de la natation et il vient s'épanouir tous les jeudis après-midi en faisant un petit parcours moteur. Voilà, donc effectivement, comme vous le dites, ce n'est pas que de la compétition. On ne prend pas l'élitisme. Il y a de l'élitisme, bien sûr, mais il y a aussi celui qui a envie de se faire plaisir ou celui qui a été un sportif de haut niveau et qui aujourd'hui est fatigué. Il reste quand même des personnes avec des traitements. Le traitement use la carcasse et plus envie de faire de compétition. Donc il est toujours le bienvenu chez nous et jusqu'à temps que lui décide de partir. Combien il y a de disciplines pratiquées ? Alors à Monaco, on en pratique l'été 8. On a rajouté il y a peu de temps du paddle et on a 4 triathlètes, 3 garçons et une fille. Donc on a rajouté aussi le triathlon. Et en hiver, alors on a là, on revient des JO, donc on en a 3. Ski de fond et course de raquettes. On a pour projet d'arrêter le ski de fond parce que pas d'entraîneur, difficile de trouver des pistes de ski de fond dans notre région. Il y a Gréolière, mais ça a fermé, puis la neige ne vient plus aussi bas. Donc difficile, donc on les entraîne différemment, mais on n'avait qu'un athlète d'ailleurs. Et on a un projet de snowboard. Voilà, on reste une petite surface de 2,5 km. On pourrait faire une équipe de basket. Effectivement, on a des demandeurs, mais les créneaux ne sont pas adéquats. Et donc, on peut faire qu'un sport co, on fait du futsal. Mais c'était en projet. Et il faut préciser que ce mouvement est reconnu aussi par le CIO en plus. Le mouvement est reconnu par le CIO. Monsieur Van Claveren nous a amené, qui est le nouveau président, donc, nous a amené dans les locaux du CIO. C'est Madame Lambin-Berty qui nous a accueillis, qui a remis, ça fait 2 fois, donc depuis Berlin, il y a 2 ans, et cette fois-ci, elle souhaite chaque fois que les athlètes monégasques qui représentent Monaco au JO soient valorisés. Donc elle leur remet un passeport qu'ils ont reçu, et en fait ça les touche vraiment. Surtout de la part d'une dame qui est quand même reconnue, même sportivement à Monaco. Ça a été une nageuse, voilà, ainsi que son adjoint qui est Mathias, que l'on connaît aussi bien, qui suit Special Olympics depuis des années. C'est un mouvement qui s'est énormément élargi aussi dans le monde. C'est plus de 170 pays, 177 ouais. Pays aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes concernées. C'est énorme comme mouvement. Il y a encore à faire. Il y a vraiment encore à faire. On parlait de la France. J'habite sur le territoire français et je pense qu'il y a vraiment un gros développement à faire. Le sport est important. Le sport est important pour la santé, pour la reconnaissance de ces gars qui parfois n'ont pas énormément de joie dans la vie. Certains n'ont pas de famille. Le handicap a changé aussi. Je le disais il y a 2 ans à Berlin quand on m'a posé la question. Lorsque j'ai commencé en 91, il y avait 80% de handicap et 20% de maladies mentales. Aujourd'hui, on s'est inversé. Il y a vraiment beaucoup de personnes en mal-être. Notre prise en charge est différente. Ce n'est plus la même. Ce n'est plus la prise en charge d'un éducateur. C'est plus sur de l'écoute, sur de l'aide. On s'adapte. Donc spécial Olympics Monaco, vous l'avez dit, c'est arrivé dans les années 80. On le doit à Mireille Calme qui nous a quittés il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Elle a mis un véritable coup de projecteur sur le handicap mental à Monaco, dans la Principauté. Alors Special Olympics, c'est son bébé, qui est venu plus tard. Son premier bébé, ça reste la MAPI. Même si c'était Monsieur Calme qui était président, elle l'a tout créé en fait. J'ai toujours eu du respect pour cette dame-là, c'est elle qui m'a appris le boulot. Aujourd'hui, j'espère qu'elle est fière de ce qu'on fait. Et on se le dit souvent, avec Pierre, avec Eric, avec Cathy. Elle est là, je pense qu'elle est en haut et elle nous voit. Et elle voit que son bébé a grandi. C'était le projet de sa vie. Le handicap était le projet de sa vie. Oui. Même la dernière chose qu'elle a faite, elle a bien faite. Elle a mis M. Van Claveren, Pierre, qui est un gars qui a commencé à l'âge de 14 ans, en étant partenaire. Alors lui, il a franchi toutes les étapes. Et aujourd'hui, il est président de Special Olympics. Voilà, cette dame-là, elle a tout créé à Monaco sur le handicap. On peut la copier.
les galets et lui passer devant, je pense que ça arrivera jamais. Je pense que elle était grande en plus, ça faisait presque 1m80, Mireille. On n'arrivera jamais en dessous de la cheville. Non, jamais. Quelle trace elle a laissé derrière elle? Pour nous? Oui. Sur nous? Oui. Bah écoutez, quand vous allez voir les anciens encore sportifs, qui sont encore des compétiteurs aujourd'hui ou pas, ils vous diront toujours Mireille nous manque. Mireille n'est plus là. Mireille faisait ci. Mais même nous, on s'en aperçoit pas. Mais dans nos discours, il y a toujours Monsieur Van Claveren, quand il prend la parole, il fera toujours référence à Mireille. Parce que c'est notre... on va pas dire c'est notre gourou, on n'est pas une secte. Mais ouais, c'est notre emblème. Mais ça a été une pression d'ailleurs pour lui de prendre la succession de Mireille? Je pense pas, parce qu'il s'est investi depuis l'âge de 14 ans. Alors ce garçon-là, il allait faire ses études, alors plus tard bien sûr, hein, il allait faire ses études à Madrid. Et je me souviens d'une fois qu'il nous a rejoint, en se payant lui son billet d'avion, il nous a rejoint à Cracovie pour faire un tournoi de foot. Donc non, je pense qu'au contraire, il a touché le bas, il a vu ce que c'est un partenaire, un coach. Aujourd'hui, il est à la tête et non, je crois qu'il a aucune pression. Non, il connaît son sujet, donc non, il a aucune pression. Vous le disiez tout à l'heure, ça a un vrai retentissement dans la principauté Special Olympics. Il y a le gouvernement donc, qui vous suit maintenant depuis 2016, et puis le palais aussi avec la princesse Charlène qui est présidente d'honneur depuis 2012, il me semble. En ajoutant aussi la mairie. Sans eux, on ne ferait rien. Maintenant, ils connaissent nos projets. On leur donne chaque fois qu'on part les références d'où on va, pourquoi, comment. On évite aussi de trop demander. Mais chaque fois qu'on demande, il n'y a jamais eu de refus. Et à contrario, on dit toujours aux jeunes, voilà, je l'ai dit lors de mon interview il n'y a pas si longtemps, on a de la chance de s'appeler Monaco. Et Monaco, ce petit rocher de 2 km², ça fait toujours rêver. Et on est invité de partout. On a compté, donc notre section sport, c'est de août à août. On part 15 fois. Cette année, on est parti 15 fois, en comptant les Jeux mondiaux. Alors que normalement, après les Jeux mondiaux, on part 7-8 fois. Cette année, on partira, parce qu'il y a encore des tournois, on part 15 fois. C'est énorme. C'est plus d'une fois par mois. Mais on est Monaco. Ça fait rêver. On a de la chance d'avoir écrit derrière le dos Monaco. Ça fait rêver. On est une nation qui s'est toujours bien comportée. On n'a jamais eu de soucis nulle part. Après, il y a des affinités avec certains, moins avec d'autres. Mais on n'a jamais été en guerre avec ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Toutes les nations nous apprécient. Parfois, il faut serrer un peu le frein à main en disant non, vraiment, on ne peut pas. Et parfois, on se vexe en disant mais oui, vous avez été là-bas, pourquoi vous venez pas chez nous? Je sais, mais il y a un budget aussi à respecter. Je vous répète, le gouvernement est toujours derrière nous. Mais je pense que nous, on se met aussi les freins en disant il ne faut pas exagérer. Mais je suis certain qu'il n'y aurait aucun souci. Et c'est rassurant justement de se dire que y a toute la nation derrière vous qui est prête à vous suivre. Travailler comme ça, c'est quand même assez facile. Ça représente quoi par semaine en termes d'entraînement? On commence par le mardi, donc c'est à 17h. Il y a du tennis de table, de la pétanque. Le mercredi, pétanque en compétition. Le jeudi, alors on est détaché aussi pour aller donner un coup de main à l'éducation nationale par rapport au SECPA. Donc Eric et moi, on va sur ce temps, sur le jeudi matin. Jeudi après-midi, natation. Alors plus des petits tout qui apprennent à nager, voire ceux qui ont envie de se perfectionner. Le vendredi matin, équitation. En même temps, tennis. Vendredi après-midi, cyclisme. Le samedi matin, judo et foot. 2 sections de foot. L'après-midi, natation. Et le dimanche, paddle en compétition. Et tennis, le lundi. J'ai oublié le lundi, tennis. Donc oui, tous les jours, ils ont une possibilité de faire du sport. Et puis vous avez beaucoup de partenaires en plus aujourd'hui qui vous suivent, et à commencer par, pour ne citer que, l'AS Monaco, la Roca Team ou la Fédération monégasque d'athlétisme. Ça a été les premiers. La Fédération monégasque d'athlétisme a été les premiers à nous tendre la main en disant pourquoi pas faire un partenariat. Il y a très très longtemps aussi, c'est de l'AS Monaco aussi, les premiers. Mais ça n'avait pas trop marché. À savoir que Special Olympics aussi, dans les équipes de foot, a 2 étiquettes. Donc Special Olympics lorsque c'est Special Olympics qui organise. Mais par exemple là, dans 2 mois, on part à Mantova et à Castellarano faire 2 tournois. Et là, on représente l'AS Monaco, Fort d'Isabelle. Donc on a eu un accord
verbal. L'AS Monaco est quand même souvent derrière nous, sur des équipements, sur de l'écoute, sur des places pour nos jeunes qui vont à chaque match. Il y en a qui sont vraiment des supporters. Donc voilà, il y a l'athlétisme, le bobsleigh qui était venu une fois nous présenter le bob. Donc les jeunes ont fait du bob, bien sûr, hein, sur une piste à la poussée. Donc c'était très marrant. Et puis les plus assidus, oui, la Roca Team. Ça s'est un tout petit peu éteint l'année dernière. Bien sûr, pendant le Covid, c'était impossible, mais on est toujours là avec eux. Eux aussi nous offrent des places pour nos jeunes qui sont assidus aux matchs d'Euroleague et de championnat. Et après, on a des petits partenariats avec la No Finish Line, toutes les années, avec Ariane et Monsieur Verdier qui nous ont toujours aidés, qui ont toujours été derrière nous aussi. Oui, on est vraiment aidés, ouais, vraiment. Marco, on va s'intéresser un petit peu plus à vous. Donc vous êtes arrivé en tant que bénévole, vous, il y a déjà 34 ans maintenant. Je ne vais pas trop parler de moi, mais vraiment pour la faire courte. Oui, il y a 34 ans, je suis arrivé. Racontez-nous votre histoire un petit peu avec Special Olympics, comment ça s'est fait. Alors, j'y suis tombé par hasard, exactement comme Obélix dans la potion magique. C'est mon ami d'enfance, Lionel Iacono, qui m'a souvent proposé, viens. Donc j'allais les voir, à l'époque je jouais au foot, donc je faisais que ça. J'allais les voir, à l'époque ils étaient à la quarantaine, et c'était l'AMAPI, ce n'était pas Special Olympics. Et en aparté, Lionel faisait du sport avec Special Olympics. Et donc j'allais les voir, on rigolait, on parlait, mais ça ne m'a jamais trop intéressé. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été blessé pendant 18 mois. Et donc il me disait, allez s'il te plaît, donne-moi au moins 2 heures. Donc je lui ai dit, voilà, je te donne 2 heures pendant 3 mois. Et puis en fait, ma pédagogie a duré 18. Mais après, nous ne donnons plus rien. Donc j'ai commencé par le tennis de table. Ensuite, je ne pouvais plus, ou en alternance, donc j'ai fait de la natation, entré en natation, puisque j'avais des bases. Et puis avec Lionel, on avait décidé de faire une équipe de foot. Et là, par contre, je ne partais pas encore en déplacement. Alors une équipe, parfois, je pense que le ballon aurait pu garder 100 ans, tellement on ne le touchait pas. Mais c'était très marrant. Et je me suis pris au jeu. Lui me poussait aussi par derrière. Allez, viens, donne-nous un petit coup de main. Donc je me suis pris au jeu, j'allais toutes les semaines. Je suis resté 14 ans, bénévole. Et puis un jour, c'est Mireille Kahn qui m'a demandé de rejoindre l'AMAPI alors que je travaillais au casino. Choix de vie difficile, parce que le commerce me plaisait énormément, puis c'était mon job. Mais aujourd'hui, je regrette rien du tout et je pense que je le referai. Quel était votre rapport au handicap avant d'intégrer le mouvement ? Aucun rapport. Je vous répète, j'allais voir Lionel. Est-ce qu'aujourd'hui, inconsciemment, je me dis, est-ce que ça m'intéresse ? Je ne sais pas. Mais si j'allais les voir, c'est que quelque part, ça m'intéressait. Mais non, jamais j'aurais pensé... donc après, Mireille m'a fait passer des formations, mais jamais j'aurais pensé... Non, le handicap ne m'intéressait pas. Comme beaucoup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va dans les écoles, on a un partenariat aussi avec FANB pour la journée du handicap. L'évolution de l'école et des gamins, on a eu des CM1 et des CM2, m'ont surpris sur leurs questions. Alors bien sûr, il y a des questions d'enfants, mais il y a des questions qui sont très pertinentes et qui n'ont pas été préparées, puisqu'ils les voient. Donc on amène 5 athlètes et ils discutent avec eux. Quand ils sont dans la cour de récréation et quand on joue, au bout de 5 minutes, c'est leur copain. Voilà. J'ai un exemple là, de Grégory aussi, qui est un petit judoka, qui a une tête de poupon. Tous les jeudis, quand on a la natation, tous les gamins viennent lui dire bonjour. Ils vont lui serrer la main. Ça, c'est de l'inclusion. Mais, je pense que cette action-là, on devrait dire aux enfants, écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas école. Mais par contre, sur les bureaux, enfin à votre place, on va mettre vos parents. C'est ma génération et la génération qui est venue d'après qui a un ressenti sur le handicap. Après, il ne faut pas leur en vouloir parce qu'on on les a pas éduqués au handicap. Ça manquait de sensibilisation. Ça manquait de sensibilisation, ça manquait d'information, ça a manqué, mais de partout. Bien sûr. Sauf en Belgique. Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont 20 ans d'avance sur nous. Sauf en Angleterre. Pays de Galles, Irlande, voilà. Je pense qu'ici, il y a M. Galfrey qui fait énormément pour le handicap. Et on a souvent des réunions ensemble. Et on ne peut pas comparer Monaco. Monaco, c'est
on a tout en fait. Voilà, on a tout. Donc, voilà, ne jamais l'oublier, et c'est ce qu'on répète chaque fois lorsque l'on est dans les compétitions. Les gars, n'oubliez pas quand on est à Monaco. Voilà, on nous invite parce que voilà, après c'est leur victoire aussi. Hein. S'ils se comporteraient mal, on ne nous inviterait plus. Mmh. Vous avez donc coaché dans beaucoup de disciplines, vous l'expliquiez tout à l'heure, dans diverses disciplines. Est-ce qu'il y a des disciplines qui, pour vos athlètes, sont plus difficiles à appréhender que d'autres? À apprendre? Oui. Le paddle. Difficile, et puis les 3 gars qui y jouent sont vraiment alors 2 sont vraiment des puristes. Jody et Steve sont vraiment des puristes du tennis. Voilà, on ne parle pas d'autre chose, c'est le tennis. Eux aussi ont la chance de croiser. On a aussi un partenariat avec l'ATP Tour, j'ai oublié. Ils ont la chance de jouer pratiquement chaque année contre des professionnels, qui sont surpris d'ailleurs de leur niveau, parce qu'ils ont quand même un niveau assez élevé. Et natation, la coordination, c'est terrible. Le souffle, la coordination, bras, jambes, souffle, ces 3 informations. Parfois, le cerveau n'arrive pas à recevoir 3 informations, ou alors il les reçoit sur 2. Le tennis, enfin le paddle, c'est pareil. Le reste, non. Les parcours moteurs, voilà, le groupe aérique, là, les filles et Laurent qui entraînent l'athlétisme sont beaucoup sur des parcours moteurs, parce qu'on a les petits tout qui arrivent et qui poussent derrière. Hein, on les a vus là au championnat du monde. Qui ont fait des progrès énormes. Eric a fait quand même un gros travail sur des petits tout qui m'ont vraiment impressionné là. Je savais qu'ils avaient un bon niveau, pas à ce niveau-là. Et est-ce qu'à l'inverse, pour le coaching, il y a aussi des particularités, des difficultés particulières? Des difficultés, non. Aujourd'hui, avec Internet, je pense que après il faut avoir une approche sur le handicap, ça c'est clair. On reste leur point de repère. Voilà. Vous mettez une équipe de foot d'un très bon niveau qui joue. Pierrot est un partenaire. Mon fils est un partenaire. Saverio, je vous ai parlé tout à l'heure, l'Italien est un partenaire. Et vous les voyez jouer, il n'y a pas trop de différence avec du beau football. Si vous enlevez les partenaires, c'est terminé. C'est catastrophique. Ils perdent leur point de repère et c'est catastrophique. Okay. Mais catastrophique, hein, à leur dire, mais les gars, vous n'êtes pas les mêmes joueurs il y a 10 minutes. Voilà, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres. Au tennis, pareil. Voilà. Il faut toujours que sur le terrain, il y ait un œil qui nous regarde, qui se rassure. Alors, ça doit les rassurer, ça doit... Natation, pareil, on va vous regarder, il y a un stress. Et puis, ça reste des compétiteurs. Là, on parle du haut niveau. Hein. Oui. Enfin, du haut niveau. Des gens qui font de la compétition. Je sais pas, vous êtes sportif, vous avez été footeux. On n'a jamais représenté... vous n'avez pas représenté la France, mais demain, vous aurez représenté la France devant du public. Je ne sais pas comment on aurait réagi. Donc là, je regarde les derniers jeux. C'est vrai, c'est beaucoup de pression. Bien sûr. Vous représentez Monaco. Et quel que soit le handicap. On dit non, mais il ne comprend rien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'ai parlé en ski de Denis, qui descend, qui fait une mauvaise descente, qui ne fait pas une mauvaise descente, mais qui a des problèmes personnels en ce moment, qui arrive et qui nous dit c'est difficile. Il nous a juste dit ça. C'est difficile. Ok, c'est difficile dans sa vie. Aujourd'hui, on l'a pris parce que ça fait partie aussi... alors, les sélections qu'on fait aussi, il y a effectivement les présences aux entraînements, ça c'est important. Mais il y a aussi la vie de famille à côté, l'âge. C'est peut-être ses derniers jeux ou pas, ou on ne sait pas. Est-ce qu'il y a peut-être à côté des problèmes familiaux, si on l'enlève pendant un week-end, voilà. Ça fait partie de Special Olympics aussi. Donc on reste éducateur. On reste entraîneur, c'est un mélange des deux. Et puis aujourd'hui, Internet, sport adapté, on regarde une séance de sport et on l'adapte à nos gars. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste s'y coller. Et franchement, quand on est au recrutement, ce qui est difficile aujourd'hui, d'avoir du bénévolat. Donc c'est pour ça que je leur dis toujours, les gars, quand vous venez pas le matin, pensez qu'il y a un monsieur qui a fait 40 km pour venir vous entraîner. Mais sinon, écoutez, franchement, il n'y a pas toutes ces difficultés. Je pensais qu'il y aurait eu plus de difficultés. Non, il n'y a pas de difficultés. C'est juste de l'adaptation. C'est de l'adaptation. Est-ce qu'il y a des parcours d'athlètes qui vous ont plus marqué que d'autres?
Cette dernière image que j'ai des derniers JO, là, ouais, Robert Alban. Je n'aurais jamais pensé que ces deux petits tout-là auraient eu ce niveau. Des parcours, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je pense qu'on a eu plus de 500 athlètes. Donc les anecdotes ne me viennent pas comme ça. Alors les anecdotes, il y en a, mais le double de tennis, qui ne perd pas depuis 16 ans, oui. Mon anecdote, les derniers JO à Berlin, ils prennent en quart de finale Bharat, l'Inde. Je vous assure, j'ai eu honte. Je suis parti. De 7, les Indiens ont mis 2 points. Pas de jeu, 2 points. J'avais honte. Je vous assure, j'avais honte. Et puis eux, pas de pitié. Pas de pitié. Encore Jody, plus souple que Steve. Steve, dès que c'est la compétition, c'est un tueur. Voilà. Si vous allez lui dire... il faut de respecter l'adversaire aussi. Exactement. Rémi, qui était leur coach en République dominicaine, au championnat du monde, il joue contre le champion du monde brésilien, 4 ans avant. Rémi lui dit juste une chose. Tu as vu ? Qu'est-ce que tu as... Il lui dit, il n'y a pas de revers. Donc, il a fait insupportable. Il lui a joué que sur son revers. Il a gagné. Il dit, mais moi, je suis là pour gagner. Après, quand on était à l'entraînement, je suis là. Et paradoxalement, ce garçon-là, Steve, aux entraînements, il va se mettre à votre niveau. Mais dès que c'est la compétition, ça joue. À la différence de Jody, pour lui, il n'y a pas de compétition ou entraînement, c'est pareil. Il tape, que ce soit au tennis de table, que ce soit au tennis. Donc ouais, ces deux garçons-là sont déjà très attachants. Et je ne vais pas dire que c'est la bannière de Special Olympics, non, parce qu'il n'y a pas de bannière à Special Olympics. Si, la bannière de Special Olympics, c'est Philippe Calme. Voilà, c'est la seule qu'on a eue, c'est le premier athlète. Mais il n'y a pas de... Le foot, mais parce que c'est mon sport, aujourd'hui, il n'y a pas un athlète qui ressort de l'autre. C'est le fait, c'est le moment, c'est l'émotion que vous avez, c'est l'émotion que vous partagez. Ça peut être une défaite. Voilà, vous m'en parlez en raquette. Agnès Dana, qui est toujours athlète en tennis de table, qui faisait des courses de raquettes, qui fait un 200 mètres, qui arrive épuisé et qui améliore de 9 secondes. Alors, il y a un règlement Special Olympics, on ne va pas rentrer, c'est trop compliqué. Et elle est disqualifiée. Donc, notre rôle à nous, c'est de lui dire, Agnès, effectivement, tu es disqualifiée. Effectivement, tu as fini première, mais tu es disqualifiée. Mais tu as fait 9 secondes de plus. Pendant toute la préparation, tu as fait un régime. Regarde ce que ça aboutit. Alors, effectivement, la médaille compte aussi. Effectivement, quand on se réunit tous à la fin des Jeux et que vous voyez que votre copain, il a 2 médailles et vous n'en avez pas, et quel que soit le niveau, et ça les touche. Vous avez été bénévole pendant plus de 10 ans et ensuite vous avez pris la direction. Qu'est-ce que ça a changé pour vous au quotidien ? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que je m'autorise quand même à entraîner. Après, je vais être prétentieux. Dans la vie, j'ai toujours été un leader sur un terrain de foot, comme dans mon travail. J'ai travaillé au Café de Paris, j'étais simple vendeur et j'ai passé les étapes. Et exactement pareil à Special Olympics. Lionel et Madame Calme m'ont fait rentrer, m'ont fait confiance. Je suis passé d'entraîneur à responsable des sports, même en étant bénévole. Et puis Lionel est parti et Mireille m'a demandé de prendre la direction. Ça ne m'a pas fait peur du tout, parce que je connaissais déjà le monde et puis ça se passait plutôt bien. Mais le travail de directeur aujourd'hui, ce sont des responsabilités qui ne me dérangent pas forcément. Mais par exemple, sur des compétitions, alors je m'octroie les compétitions européennes, je ne pars pas comme directeur, il n'y a pas de directeur d'ailleurs, je pars comme entraîneur. Sur les compétitions mondiales, donc les Jeux mondiaux, frustrant. Le mot, c'est frustrant. Je ne participe à rien, ni aux joies, ni aux peines. Alors j'entraîne, mais je ne participe ni aux joies, ni aux peines. Non, c'est pas un train, mais par contre, il en faut un. Donc, voilà, je suis directeur, il faut assumer ça. Et ça vous manque quand vous participez au jeu, justement, que vous voyez ça vous manque votre passé de bénévole et d'être au contact de ça ? Ce qui me manque, c'est d'entraîner. Ce qui me manque, c'est de féliciter un joueur. Ce qui me manque, c'est de gueuler quand ça ne va pas. Ouais, ça me manque. Ça me manque. Parce que vous faites ça aussi pour ça. C'est pour ce résultat-là à la fin. C'était le deal que j'ai eu avec Madame Calme et que j'ai aujourd'hui avec Pierrot.
je veux bien être directeur, je veux bien faire de la bureautique aussi, de la bureaucratie et des papiers, mais laissez-moi un temps d'entraînement. Au moins, je délègue, il n'y a aucun souci. Je prends l'exemple de la natation, je délègue à 4 jeunes filles qui sont exceptionnelles, mais je laisse quand même mon œil. Voilà. Parce que ça vous nourrit ? Ouais, je suis égoïste sur ça. Ouais, je suis égoïste. C'est difficile de passer le bébé, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et parce que je sais que... Et ce n'est pas de la non-confiance et ni de l'ingratitude. Non, c'est juste que, égoïstement, ouais, ça me manque. Ça me manque. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien ? Qu'est-ce qui vous anime ? Les jeunes, les sportifs. Les sportifs, leur sincérité, leur spontanéité. Si demain vous les agacez, ils vont vous dire, ils vont pas se cacher. Alors eux, ils sont francs, ils vont pas se cacher. Après, chacun a son caractère, il y a des caractères différents. Mais si demain on me dit, voilà Marco, tu as un nouveau travail. Par contre, on sépare la maladie mentale, on sépare l'autisme, on sépare la trisomie, on sépare tout. Et il faut que tu travailles avec une certaine population. Je pense que la trisomie, parce que c'est tellement surprenant, direct et jovial. Malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'avancée... En fait, on travaille avec l'avancée de la médecine. On fait avec l'avancée de la médecine, de moins en moins de handicaps, de plus en plus de maladies mentales. Vous suivez certains, ces jeunes depuis maintenant très très longtemps aussi. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Il y en a qui sont plus vieux que moi dans la sauce. Vous créez des affinités particulières. Oui, Eric, Agnès, Sandra, qui aujourd'hui... alors Eric continue à faire de la compétition, mais Sandra, Henk, qui est plus vieux que moi aussi, Lucas, qui a plus ou moins le même âge que moi, dans l'association. Je vois quand même leur évolution. Alors, il y en a qui ont des problèmes physiques, comme tous les sportifs, donc qui changent de sport ou qui font du bien-être. Voilà, Sandra ne souhaite plus faire de la compétition par rapport à des problèmes de genoux, mais elle vient faire de la natation et elle est assidue. C'est toujours un pincement au cœur quand ils partent. Peu partent, mais ça reste toujours un pincement au cœur quand ils partent. Je vous parle même pas du mauvais départ. Voilà, vous apercevez... je prends l'exemple de Fifi, parce que c'est notre drapeau, c'est notre porte-drapeau. On l'a d'ailleurs sur tous nos vêtements, ses initiales. C'est une base qu'on a mis. Voilà, sur tous nos vêtements, on a un C et un P. Alors les gens pensent que c'est un sponsor, pas du tout. Lorsqu'il est parti, vous vous dites, mais ce petit-là, il fait pas partie de ma famille. Et pourtant, je suis plus parti en compétition. Je ne vais pas dire vacances, parce que la compétition, c'est pas des vacances. Je suis plus parti avec lui qu'avec ma compagne ou mon fils. Donc ces jeunes-là font partie de votre vie. Et c'est comme ça. Mes amis, parfois, on est au restaurant, les samedis soirs, donc samedi soir, je ne travaille pas, il y a toujours un coup de téléphone, parce que ça va pas, parce que ça va bien, parce que c'était pour dire bonsoir, parce que... Voilà, et je pense que Pierre pourrait vous en parler aussi. Eric, c'est un éducateur, lui, il a toujours voulu faire ça. Mais je pense que Pierre pourrait vous en parler aussi. Lorsqu'on rentre dans ce milieu-là, on est un point de repère pour eux. Et même si on n'est pas du métier. H24. Toujours. Il y a une angoisse. Bon, ben, j'appelle la personne qui est mon référent. Voilà, c'est... Alors mes collègues, mes amis ne le comprennent pas. Et me disent, mais éteins-le ce téléphone. En fait, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, on s'y fait, puis c'est très bien comme ça. C'est pas dérangeant. C'est peut-être dérangeant pour les personnes à côté. Effectivement. Je pense que pour les personnes à côté, les gens qui vivent avec vous, c'est difficile. C'est même incompréhensible, mais c'est comme ça. On va parler de la compétition un petit peu maintenant. Marco, donc on explique pour ceux qui ne connaissent pas Special Olympics, ça fonctionne exactement comme les Jeux Olympiques, tous les 4 ans avec une alternance tous les 2 ans, été, hiver. Mireille Calme expliquait dans une interview en 2017 que ces compétitions étaient une énorme source de motivation pour les athlètes.
En 2017, lorsqu'on annonçait les jeunes qui partaient, parce qu'il y a des quotas, on ne part pas comme ça au JO, il y a des quotas à faire, qui sont même en bas niveau, hein. Ça n'a rien à voir. Le temps d'un 100 mètres n'a rien à voir, puisqu'il y a 14 finales. C'est par rapport à déjà leur handicap et par rapport à leur temps. Ça s'appelle du divisionning, ce que je vous expliquais tout à l'heure. La source de motivation pour eux, elle est différente pour chacun. Certains vont vous dire, je représente Monaco. D'autres vont vous dire, j'ai jamais été aux États-Unis. J'ai dans les oreilles un garçon qui disait, ça fait plus de 30 ans que je voulais aller aux États-Unis. Et Mireille, elle m'a permis d'aller aux États-Unis, à Los Angeles. Alors. Donc, oui, c'est une source de motivation. C'est pour cela aussi que je viens m'entraîner. On parle des compétiteurs là, on ne parle pas des sportifs, hein. On parle des compétiteurs. C'est pour ça que je viens m'entraîner. Et il m'est arrivé, les premières fois, par exemple, mon premier déplacement en tant que chef de délégation, donc décideur de qui part et qui ne part pas, c'était à Shanghai. Je me souviens en natation avoir 12 nageurs, 12 par an, et j'explique pourquoi je prends Pierre, Paul, Jacques, et pourquoi je ne prends pas Henri. Et peu à peu, les parents se levaient, partaient avec leurs enfants. Ils n'écoutaient pas, ils partaient. En fait, ils n'étaient pas sélectionnés. Donc, ça m'a vexé. Avec l'expérience aujourd'hui, je me dis que ces gens-là sont tellement en souffrance que de représenter Monaco dans les JO, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quelque part, je leur plante un couteau. Pas dans le dos, jamais, mais je leur plante un couteau et je réveillais encore l'exclusion qu'ils ont eue toute l'année. Malheureusement, il y a des quotas. Donc aujourd'hui, on le fait plus comme ça. Je laisse choisir les entraîneurs. Je fais, puisque je suis directeur et que j'ai pas à faire porter le chapeau, j'assume qui j'amène et qui j'amène pas. J'explique individuellement, même à l'athlète. Je prends l'exemple des Jeux d'hiver. On est 11. On n'est pas un pays de ski. Andorre, ils sont 4. San Marino sont 3. Le Luxembourg, qui est plus grand que nous, et sont 11 aussi. Donc derrière, il y a quand même pas mal de travail. On a 6 skieurs, c'est le quota des Français. Donc toutes ces années avec Mireille, toutes ces années avec Pierre, notre travail aussi au bureau, avec Cathy, Eric et moi, fait qu'on a des quotas. Mais après, je comprends que les parents ne comprennent pas. D'avoir 4 nageurs au JO, c'est énorme pour Monaco. On reste le plus petit pays. Hein. On reste le plus petit pays. Et 4 nageurs, c'est le quota. Les Français en ont 6. La surface de la France, la surface de l'Italie, de l'Allemagne, de la Pologne. Ils en ont 7. Nous, on en a 4. C'est énorme. C'est énorme. Vous revenez donc de Turin il y a 2 semaines, 3 semaines 2 semaines. Il y a 2 semaines, vous êtes parti donc, vous étiez 11 et vous avez porté haut les couleurs de Monaco et vous avez ramené quelques médailles. C'était une belle aventure que vous avez vécue à Turin. C'était une belle aventure. Oui. Je ne vais pas critiquer parce que d'organiser, c'est difficile. La critique est beaucoup plus facile. Il y a eu quelques couacs. On ne peut pas faire attendre un jeune 2 heures pour avoir sa médaille au froid. Ça, c'est pas possible. Mais on va prendre les bons côtés. 12 médailles, c'est inespéré. Surtout qu'on a inclus. Donc sur les 11, il y a 5. Alors, je vais arrêter de dire les petits tout parce qu'ils ont 21 ans, ils n'aiment pas ça. Il y a 5 novices qui ont tous fait des médailles. Ça, c'est pas important. C'est important pour eux. Je vous ai parlé tout à l'heure du relais. Mais les skieurs Dylan Joliffe, Rodolphe Rodney et Mia Franzi, tous les 3 ont fait des médailles. C'est la première fois que Monaco est représenté dans le haut niveau du ski. Donc il y a 3 niveaux. Niveau avanced, niveau moyen et bas niveau. Les 3 ont été dans le plus haut niveau. C'est la première fois. Je répète, on n'est pas un pays de ski. On ne les monte pas tous les week-ends. Les parents font aussi leur travail. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et puis, en ski de fond, un petit bonhomme de 55 ans, et que je répète, qu'on entraîne en athlétisme et qu'on entraîne en natation, pas en ski de fond. Donc lui, seul fait le travail sur les routes de l'arrière-pays avec des skis à roulettes. Et il arrive à prendre 2 médailles d'argent. Je trouve ça fabuleux.
alors que devant, c'est intouchable. C'est un Suédois de 26 ans, c'est intouchable. Il part en 5e place, ce qui n'est pas évident. Les 2 fois, et 2 fois, il remonte tout. Et il prend ses 2 médailles. J'ai eu la chance d'y être. Il prend ses 2 médailles de bronze, ses 2 médailles d'argent. Fabuleux. Et puis je rappuie, même si ça déplaît, je rappuie sur les courses de raquettes, où 2 tigres et 2 louveaux. Ouais, ça a été... N'en déplaise certaines personnes, c'est pas grave. Vous me demandez une interview, donc je dis ce que je pense. Mais je sais que je ne suis pas seul, et je pense que les 6 coachs qu'on était, tout le monde a eu son émotion. Je vous assure que quand on voit Diego arriver sur le 50 derniers mètres, parce qu'on ne voit pas, je vais vous expliquer comment c'est passé. Cette dernière image-là, c'est notre dernière image des Jeux, le relais 4x100, où on demande à Alban, qui court contre 7 garçons, de ne pas rentrer dans le trafic. Même si elle passe le relais dernier, c'est pas grave, on lui explique. Elle est novice en course à raquettes. Elle s'est fait secouer, elle est tombée pendant son 100 mètres. Elle l'écoute, elle s'écarte à la ligne 3, donc elle court un peu plus. Elle s'écarte, elle double le même 2, elle donne le témoin en 4e position. Le gros du travail, c'est Robin qui le fait. Il donne aisément à Rabab, le témoin. Et là, on voit plus rien. Tempête de neige, brouillard, donc on voit plus rien. C'est une piste d'athlétisme verglacée. Rabab donne à Diego, devant, de 4 secondes, alors qu'elle avait une adversaire, une Slovène, qui était très très forte. Et là, donc, on ne le voit pas, sauf Pierre, qui est là pour le relais, qui est devant pour le relais, parce qu'on s'est mis chacun à un point. Et donc, à l'arrivée, on y est tous, puisqu'on a le droit de bouger. Pas de courir avec les athlètes, mais on a le droit de bouger. On va tous sur la ligne d'arrivée, le dernier 100 mètres, mais on voit rien. Qui va sortir premier? Et donc, on voit Diego qui se fait prendre un tout petit peu par un très très bon athlète, mais il résiste et médaille d'or. C'est l'image que je garderai de ces Jeux-là. Je pense que vous pouvez demander aux 6 autres qui ont coaché aussi en ski, en ski de fond. Je pense que c'est vraiment cette image-là qu'on gardera, même si les autres sont belles aussi, même si les médailles sont belles aussi. Et puis la mentalité de jeunes qui, parce qu'ils enfourchent une porte, tombent, arrivent avec la larme à l'œil, en disant j'ai enfoncé mais j'ai tout tenté, j'avais envie d'avoir une 2e médaille. C'est ses premiers Jeux. Ou ce que je vous ai dit tout à l'heure, un skieur qui est un peu plus expérimenté, qui dit c'était trop dur, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc vous voyez leur déception, vous voyez leur déception. Ou une jeune fille qui est sur le podium, qui la veille prend une médaille de bronze, qui est transformée en argent un peu plus tard parce que l'organisation s'est trompée, et qui pleure. Et c'est ses premiers Jeux aussi, donc en fait, ce sont des compétiteurs. Donc c'est pour ça que ce Turin 2025, c'est Paris gagnant. Et à ces compétiteurs, est-ce que vous leur fixez des objectifs de médaille avant de partir? Jamais. Non, jamais. Ils méritent de représenter la principauté, ils méritent de porter le maillot, ils méritent de porter le survêt, mais c'est pas nous qui dictons les lois. Je préfère une athlète qui est en niveau 1 et qui va prendre une 5e place en améliorant son temps de 7 secondes, de 3 secondes, de 2 secondes, en lui expliquant « Oui, tu es 7e, mais tu te rends compte ce que tu as fait, les progrès que tu as fait ?» plutôt que quelqu'un qui est dans une division qui n'est pas la sienne et qui va gagner une médaille d'or qui n'a pas de sens en faisant 13 secondes de plus. Voilà. Sur ces podiums, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est la médaille ou c'est le sourire de ces athlètes? Peut-être les deux. Parfois les larmes de la défaite. Je n'aime pas ça, mais parfois les larmes de la défaite sont belles, parce que ce que je viens de vous dire, vous n'avez pas décelé une compétitrice là-dessous. Donc bien sûr que la médaille d'or, elle est magnifique. Bien sûr que le podium est magnifique. Argent, bronze, c'est magnifique pour eux aussi, mais pour nous aussi, ça représente aussi le travail qu'on fait toutes les années, et ça représente aussi le travail que font les coachs qui sont restés à quai, qui n'ont pas pu partir pour des raisons de travail, pour des raisons de sélection, pour des raisons familiales. C'est leur travail aussi. Donc effectivement, revenir avec quelque chose, c'est beau, mais parfois les larmes d'une défaite valent une victoire. Ouais. Je donne cet exemple parce qu'il a été sur ces Jeux-là, et j'ai trouvé ça
beau. Les retrouvailles avec les parents aussi sont belles. Avec les familles aussi sont belles. Bon, il y a tout un ensemble. Ça reste des sportifs de haut niveau et ils ont une attitude de sportifs de haut niveau. On a parlé des Jeux d'hiver, il y a aussi ceux d'été, évidemment. Les derniers sont déroulés à Berlin en 2023. Il y a encore eu une belle moisson de médailles pour Monaco à ces Jeux. Le niveau augmente, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le niveau augmente énormément, mais on est encore là. Et je crois qu'on fait, si mes souvenirs sont bons, on fait 9 médailles d'or, 11 d'argent et 11 de bronze. Je vous assure que c'est énorme. Où se situe Monaco par rapport Alors, il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de classement. Non, il n'y a pas de classement. À Special Olympique, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas d'hymne national. Un Brésilien peut représenter Monaco. Un Turc peut représenter, avec la nationalité turque, peut représenter l'Allemagne. Donc, il n'y a pas de... On n'a pas de classement. Mais petit pays, ramener 30 médailles, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est énorme. Le foot m'a déçu énormément. Ils le savent, je leur ai dit. On ne s'est pas très très bien comporté, mais ça reste quand même une satisfaction, même si je suis déçu à la fin, une satisfaction parce que on a quand même joué au plus haut niveau mondial. Monaco au plus haut niveau mondial. Je pense que ça a dérangé un tout petit peu, personnellement. Hein, ça a un tout petit peu dérangé. Donc on a été un tout petit peu défavorisé sur les poules finales, mais on n'a pas été très intelligent. L'athlétisme a bien fonctionné, ça a été pas mal. La natation a très bien fonctionné. Le cyclisme, quand ils se sont fait secouer au bout de 2 jours, ils ont été pas mal. Ils ont été pas mal du tout. Le judo a été source de médailles et tous les 3 sont repartis avec une médaille et ça c'était très beau. Le tennis de table n'a pas fait de médaille, mais on arrive peut-être à la fin d'une histoire. Voilà. Ils se devaient tous les deux de partir parce que c'est 2 personnes qui ont donné énormément à Special Olympique, mais c'était peut-être le bout du bout. Mais pas déçu. Le tennis, comme chaque mondiaux, sa source de médailles, je vous dis, ça devient même agaçant pour les autres. Très très belle finale de jeudi. Steve qui était champion du monde en titre et qui a perdu au premier tour, mais timoré, tous les footeux sont venus le voir jouer. Est-ce que ça lui a mis un coup de pression ? Peut-être. Il est repassé par les qualifs et il a réussi à se hisser pour jouer la 3e et 4e place. Il a pris le même adversaire qu'il a éliminé et il lui a mis 6-0, 6-1. Et Jody qui a toujours en finale contre son collègue espagnol. Ils deviennent collègues parce que chaque fois c'est de finale, qui est un très très gentil garçon. Et Jody a fait... la force de Jody, c'est qu'il s'en fout. Voilà, il n'y a pas de finale. Premier tour, c'est exactement comme une finale. Donc il lâche ses coups et il a été monstrueux. Donc oui, le tennis nous rapporte toujours de belles satisfactions. Et en double, voilà, je vous ai dit, j'avais honte. Après 34 ans, après avoir vécu de nombreux jeux, vous en avez vécu combien au total ? 13, c'est mes 13e. Quels ont été vos préférés ? L'Irlande. Pour quelle raison ? À l'époque, je ne pensais pas qu'un État européen aurait pu organiser les Jeux. Quand bien même, en organisant ces Jeux-là, j'ai trouvé de la cérémonie d'ouverture à la cérémonie de clôture, aux Jeux eux-mêmes, fabuleux. Nous n'avions été qu'aux États-Unis, et bon, ils sont rodés, donc voilà, vous prenez un terrain de foot et vous le déplacez d'État. Vraiment, je n'aurais jamais pensé qu'un État européen aurait pu organiser ça. Ils nous ont fait de tout. On avait dormi chez les familles. Nous, on avait été, quand vous faites les JO, vous allez toujours pour vous acclimater 3-4 jours avant. Et puis, si demain, ce qui est impossible, Monaco organise les JO, Cap d'Aille recevra la Pologne, Beau Soleil l'Allemagne, voilà, c'est comme ça. Et nous, on a été à la frontière de l'Irlande du Nord, à Carrickmacross, dormir chez les familles, fabuleux. Mais des gens, je crois qu'on a encore des contacts. Donc, moi, les 2 miens, malheureusement, sont décédés. Mais d'une gentillesse et d'une disponibilité, c'est exceptionnel. Je pense qu'on a des images et des anecdotes, tous, on se les redit d'ailleurs. La cérémonie d'ouverture où on nous dit vous allez avoir une surprise, vous allez voir une surprise. Donc, oui, à l'époque, le groupe U2 qui chante 3 chansons, la 3e, Bono, donc le leader, va derrière et revient main dans la main avec Nelson Mandela.
Cassius Clay qui fait le tour avec une papa mobile. Ouais, c'est des images qu'on n'oublie pas, ça. Pour moi, c'est mes plus beaux jeux. Je pense pas qu'un jour, je serai plus surpris. Je suis peut-être pas défaitiste, mais non, c'est mes plus beaux jeux. C'était vraiment au-dessus de tout, oui. l'Irlande. Oui, vraiment. Vous disiez tout à l'heure, impossible qu'on ait des Special Olympics à Monaco. Non, championnat du monde. Ouais. Non, j'ai dit championnat du monde. Pardon, des Jeux mondiaux. Non, c'est impossible. Vous savez, c'est une organisation, c'est 7500 athlètes, c'est 7000... il y a autant de bénévoles. Non, c'est impossible. On se contente des championnats d'Europe qu'on a fait octobre dernier, et 220 nageurs, et c'est déjà beaucoup. On va rester à notre niveau pour pas être ridicule. Et à notre niveau, on reste. C'est un beau championnat d'Europe, bien organisé. Les bénévoles ont été présents, ont pris des responsabilités. Moi, j'ai trouvé ça très bien, très bien. On a eu. C'est peut-être une bonne base pour monter petit à petit après dans l'organisation. Oui, bien sûr. Mais il faut pas s'enflammer. Il faut rester à notre niveau. Voilà. Dans cette particularité du sport adapté, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quoi avec des athlètes, on vous le reprochera, mais vous pouvez les faire dormir sur des lits en carton, et pas de souci. Nous, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc restons à notre niveau. Bien sûr. Et peut-être demain un championnat du monde de natation. Oui, ça c'est possible. Avec une grosse pub et puis du bénévolat, c'est possible. Monter jusqu'à 400 nageurs, c'est possible. Je pense qu'on est capable, avec le groupe qui s'est formé, on est capable. On est capable de faire ça. Mais on est bien en championnat d'Europe avec 200 nageurs et c'est très bien comme ça. Marco, pour finir, on va parler un petit peu du handicap de manière générale, avec après 34 ans d'expérience aujourd'hui. Comment a évolué le regard, l'attention portée à la déficience mentale depuis vos débuts ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Oui, quand même. Il y a eu une évolution. Pas celle qu'on pense, pas celle qu'on souhaite, mais il y a eu une évolution. Je vous répète, Monaco fait beaucoup pour le handicap. Lorsqu'on a besoin de ça, on l'a. Lorsqu'on a besoin de ceci, on l'a. Lorsqu'on a besoin de cela, on l'a. Oui, c'est important de le souligner, bien sûr. J'ai eu une réflexion d'ailleurs. J'ai été présenté l'association, à l'époque c'était la MAPI. J'ai été représenté l'association à une conférence qui était basée à Nice. Et puis on avait un papier devant nous avec écrit Monaco. Donc un monsieur, une dame passe, me regarde. Et ils me disent et vous faites quoi à Monaco ? Je vais regarder, vous avez une plaquette là, on fait ça. Ah ben oui, ben bien sûr, vous êtes Monaco. Mais vraiment dédaigneux. Je dis, madame, vous avez qu'à demander à votre président de faire pareil que le prince. C'est pas compliqué. Après, sur un stade, il y a toujours des imbéciles qui vont. Donc dans la vie, il y a toujours des imbéciles qui vont. Je pense que l'éducation fait que. Voilà. Je suis surpris des questions des petits tout. Je suis surpris de l'approche qu'ils ont avec le handicap. Mais ma génération et la génération du dessous, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas prête au handicap. On les a pas éduqués à l'école. Regardez à Monaco, même au gouvernement, il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent et qui sont fiers d'aller travailler. Nous, on a un footballeur qui travaille au SDO et qui est fier d'aller faire ses coupes de rose. Pour lui, c'est valorisant. Et une fois que par exemple, sur l'autisme, une fois que le geste est compris, il n'y a plus d'erreur. Au contraire, c'est même minutieux. Alors, on va mettre un tout petit peu plus de temps qu'un jardinier normal, mais ils sont là aussi pour qu'on les intègre. Et je pense que sur ça, Monaco, ils ont un superbe outil de travail qui est la MAPI. C'est vrai. Voilà, que ce soit la structure d'en haut ou celle qui est à côté de chez nous. Ils ont un superbe outil de travail. Et je pense que beaucoup de personnes en France, on travaille pas qu'avec Monaco, puisqu'on travaille aussi avec la DAPI de Menton, avec Léo Mazon, on travaille avec DRAP, avec un ESAT qui est de DRAP, avec les Attitudes, qui est aussi la DAPI à Nice. Bien sûr, la MAPI, on travaille aujourd'hui avec l'UPPM, le CHPG et l'unité psychiatrique. Et voilà, les prises en charge sont différentes,
mais elle s'adapte. Et puis oui, effectivement, le handicap est différent. Il peut faire peur. Oui, bien sûr qu'il peut faire peur. Aujourd'hui, avec l'actualité, on a plus de facilité à se faire agresser en sortant en boîte de nuit qu'en allant travailler dans une boîte avec des personnes en situation de handicap. Et pourtant, quand vous demandez les statistiques, c'est sûrement les gens qui vous diront « Ah mais non, mais c'est la non-information. » Donc je ne vais pas dire la bêtise, c'est pas ça du tout. Mais c'est la non-information, et puis encore pas si longtemps que ça, dans l'Europe, on cachait encore le handicap de vergogne, alors qu'il n'y a pas lieu. Dieu merci, cette dame-là, et grâce au gouvernement, parce que Madame Cam disait toujours, grâce au gouvernement, on a pu arriver aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'on est des exemples, loin de là, mais par rapport en Europe, on est quand même... Certains pourraient s'inspirer en tout cas. Ah, je pense. Et notamment juste à côté, en France, on le voit, je pense. Le handicap, ça reste encore le premier motif de discrimination aujourd'hui, en 2025. Je pense. Je vais vous donner un exemple là, il y a aussi peut-être une histoire d'argent. En France, il y a 2 fédérations, je ne vais pas les citer. Je vais citer Special Olympique, je ne vais pas citer l'autre. Et je parlais avec l'ancien directeur, et j'ai dit, mais vous avez fait des belles médailles quand même. Puis c'est la France, donc on est quand même potes. Et il me disait, ouais Marco, c'était un beau championnat du monde à Berlin, c'était mes premiers. Mais tu vois, je suis un peu déçu pour mes gars, parce que en rentrant à Paris, on arrive tous à Paris, le ministre des Sports ne vient pas féliciter les athlètes, parce qu'il a une pression de l'autre fédération. Et j'ai trouvé ça tellement irrespectueux. C'est fou. Mais c'est souvent, hein, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi quand j'ai été en France. Mais bon, je pense qu'ils font avec, et qu'on a bien de la chance. Est-ce que les préjugés sont toujours tenaces ? Oui, les préjugés sont toujours tenaces. Non, mais c'est fou quand on voit tous les travaux, l'engagement depuis Madame Kennedy, de voir qu'en 2025, on en est, pour certains, pas forcément à Monaco, mais pour certains, encore là. C'est fou de se dire ça quand même. Les vieux démons sont toujours là. Moins, beaucoup moins. On a des réflexions comme je vous ai fait tout à l'heure. Non, on n'en a plus, parce que je pense que les gens sont aussi un tout petit peu gênés, et ils sont quand même un peu plus touchés par le handicap. J'avais vu sur votre lettre, quand vous m'avez demandé de venir, de parler des Paralympiques, les gens découvrent un Brésilien, il n'a pas de membres et tout, il court. Mais le Brésilien, ça fait 20 ans qu'il nage. Il est quadruple champion du monde au JO, et il gagne chaque fois la Coupe d'Amérique du Sud. Et tous les gens sont étonnés. Et puis lorsque vous regardez les statistiques à la fin, alors peut-être que beaucoup de gens étaient devant leur télé à regarder les Paralympiques en disant « Ouais, c'est fabuleux ce qu'ils font ». Ça fait 20 ans que les gars ils font ça. Mais ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus au même titre que je sais pas, qu'un sauteur à la perche qui n'est pas handicapé. C'est nos mentalités, et ça se passait à Paris. Il y a l'effet Jeux Olympiques, et derrière, le soufflure tombe tout de suite. C'est instantané quasiment. Peut-être pas tout de suite, mais il est quand même tombé tout de suite. Oui. Il n'y a pas de suivi derrière, on ne les suit plus, ces athlètes. Le problème, c'est que, alors j'ai lu ça sur Le Monde, après les Paralympiques, donc les JO, après les Paralympiques, le budget du gouvernement du sport devait augmenter aussi de 0,75%. Je crois qu'il est en baisse de 0,25%. Donc c'est peut-être pas beaucoup, mais je pense que c'est énorme pour ces gars-là qui doivent se déplacer et qui restent pratiquement tous des amateurs. Donc c'est pas encore gagné, il y a encore pas mal de boulot, et ça c'est bien pour les générations à venir. Non, c'est vrai. Et y compris pour les médias, sans doute. Et y compris pour les médias, bien sûr. En tout cas, nous, écoutez, nous on n'a pas à se plaindre, les résultats sont là. On vit bien. Je ne vais pas dire que c'est gagné, c'est jamais gagné à Monaco. C'est jamais gagné, parce que il est normal qu'on fasse des projets et qu'on présente, mais on est bien lotis, et puis on est bien écouté. Entre parenthèses, il y a aussi Madame Béraud qui a organisé une petite fête pour les athlètes qui reviennent de Turin, sans qu'on lui demande rien. Ça prouve que le gouvernement est derrière nous, et ça fait toujours plaisir. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Moi, je le vois plutôt rose. Il n'y a pas de raison. Je vais bientôt arrêter, parce que j'ai mon âge déjà. Et vous allez y arriver ? D'arrêter ? À décrocher ? À décrocher de directeur, sans problème.
Vraiment sans problème. À décrocher à Space Olympique, non. Non, parce que... C'est ça ce que j'attendais. Non, parce que égoïstement, j'ai des amis, que j'ai fait une promesse à Madame Calme, et ça, je l'oublierai jamais. Après, demain, on me dit, on n'a plus besoin de toi, je fermerai la porte, je continuerai à les suivre, ça, il n'y a pas de souci. Mais non, demain, on n'aura plus besoin de moi, il n'y a aucun souci. De partir de moi-même, non. De partir de directeur, oui. Oui, ça me pèse. Ça me pèse pas, c'est pas le bon mot. C'est pas un rôle qui ne me plaît pas. Je vous répète, j'ai toujours été un leader, j'ai une grande gueule, je déplais souvent, mais c'est pas grave. Quand j'ouvre le livre de ma vie, à droite ce qui m'a ouvert des portes et à gauche ce qui m'a fermé des portes, je me dis que quelque part, j'ai eu raison d'avoir ce caractère-là, et encore aujourd'hui, je n'aime pas trop qu'on me marche sur les pieds. J'ai mes règles, mon président me fait confiance, je pense que je les partage avec mon bureau assez facilement, mais ce n'est pas les parents qui font la loi. Voilà, il y a une règle à Space Olympique, ce que Madame Cam disait toujours, c'est toujours occupez-vous de mon fils, de ma fille, mais pas trop parce que ça reste, donc on ne sait jamais sur quel pied danser. Sur ça, elle était assez catégorique et rentre dedans. Je suis un peu pareil. C'est pour ça qu'on se disputait souvent. On se disputait pas, mais on avait des avis divergents. Mais c'est quelqu'un qui, je vous répète, que je respecte énormément, autant que le nouveau président, qui n'est pas de ma famille, mais je l'ai connu tout petit, donc ce qui fait, ouais, respect. Respect, parce que je n'avais aucun doute. Et on se dit souvent au bureau, elle est partie, mais elle a quand même mis son mot, et elle ne s'est jamais trompée sur le président. Quant à moi, mon avenir, ouais, je resterai à Space Olympique, volontiers. Parce que c'est un groupe d'amis. Et puis bon, après, il y a des nouveaux entraîneurs qui arrivent, des jeunes qui n'ont pas la même vision que nous, mais au contraire, ça nous enrichit aussi. Vous disiez c'est un groupe d'amis, c'est peut-être aussi même familial. Ah, c'est toujours ce que disent les jeunes, c'est la famille. C'est la famille. Oui, c'est familial. Oui, bien sûr. Mais on en revient toujours. Elle va s'agacer à force qu'on parle d'elle. Elle nous a appris à... Je vais vous donner un exemple qu'elle m'a appris. On est tous habillés pareil. Tous. On a tous les mêmes sponsors, le même maillot, le même t-shirt, le même short, tous. J'ai jamais vu une personne de chez nous avec écrit Head of Delegation, donc le responsable. Je n'ai jamais vu chez nous écrire dans le dos coach, juste pour se différencier. Je n'ai jamais vu Madame Calme, elle ne supportait pas les bas de survêtements. Je n'ai jamais vu Madame Calme habillée autrement que nous. J'ai jamais vu Pierrot habillé autrement que nous. Dernièrement, il y avait un repas à faire à Turin. On devait descendre, où on nous a mené tout ça. Je n'ai pas été, parce que mon rôle, il est avec mes athlètes, de les préparer le soir, de leur parler, d'aller les coucher. Ça, c'est le rôle c'est pas le rôle d'un directeur, mais c'est le rôle que Madame Calme m'a appris. Du moins, qu'est-ce qu'est le rôle d'un directeur? Je pense qu'elle est dans le vrai. Et je n'ai jamais vu Madame Calme aller dormir à l'hôtel avec les autres. Elle a toujours dormi avec nous, dans les chambres en face, avec son mari, mais jamais dans des palaces ou dans des étoiles ou dans des hôtels étoilés. On a pris cette mentalité-là, mais je pense que demain, celui qui prendra ma place, je pense savoir qui c'est. Enfin, j'espère pour lui. A toujours suivi cet exemple-là. Et voilà. Il y a 4 plateaux à manger. On est 5. C'est d'abord les jeunes qui mangent, et ensuite, s'il en reste, on mangera nous. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à faire passer? Non, juste vous remercier. Remercier la principauté, tous les journalistes de la principauté qui se sont énormément investis sur ces Jeux de 2025. On vous attend en 2027 à Santiago du Chili, en espérant que ce soit Santiago. Ça a été fait, mais on ne sait jamais. Il y a toujours des sponsors parfois. Et puis c'est toujours gratifiant de venir parler du handicap, même si je ne suis pas un spécialiste. Ce que je dis toujours aux parents, je ne peux pas vous donner de conseils. Juste parce que je n'ai pas d'enfant handicapé et je ne saurais pas comment réagir. Juste de l'expérience que j'ai de ces 34 ans qui m'ont appris, avec tous les gens que j'ai côtoyés, qui m'ont appris à peut-être que c'est la bonne solution, peut-être que c'est pas la bonne solution, mais c'est toujours passé. Et puis, non,
vraiment vous remercier parce que c'est rare. Vous devriez changer, juste pour cette émission-là, les invisibles. On n'est pas invisible à Monaco, mais on l'accepte quand même. Merci en tout cas. Pour finir, on va peut-être rappeler la devise de Special Olympics, traduit en français. Je veux gagner, mais si je ne peux pas, je ferai preuve de courage dans mes efforts. Voilà, je veux gagner, ça c'est important. Les trois premiers mots sont importants. Je veux gagner, c'est vrai. C'est la devise de Special Olympics. Ouais. Merci beaucoup Marco, merci d'avoir accepté l'invitation des Invisibles et puis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le handicap dans la Principauté. Écoutez, c'est bon travail, c'est moi qui vous remercie Mathieu et puis à dans 2 ans alors. On peut se dire à dans 2 ans. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, on se retrouve très vite dans Les Invisibles.